Donc on arrive maintenant à essayer de regarder quelle est la composition élémentaire pour essayer de comprendre l'histoire de la formation de notre planète. Et on peut comparer par exemple à notre propre Terre ou à notre propre terrestre, mais comme la vie, comme la planète Terre est une planète vivante, c'est-à-dire qu'elle a un échange constant entre l'intérieur de la Terre et l'extérieur de la Terre, et puis qu'à l'extérieur de la Terre, il y a toute une activité chimique, voire biologique, qui transforme les abondances, c'est difficile de comparer avec la Terre. Mais on peut comparer, par exemple, les compositions solaires qu'on va obtenir par spectroscopie, et puis des compositions de matières chondritiques. Alors les chondritiques, les chondrites, eh bien en fait, ce sont les météorites, ce sont les matières extraterrestres, les matériaux extraterrestres. Alors quelle est la différence, par exemple, de composition entre une météorite, une chondrite, et le Soleil? Alors, il est noté ici qu'en fait, pour pouvoir comparer les deux, on va faire en sorte de dire que le silicium, la quantité de silicium est identique dans le Soleil, dans la couche externe du Soleil, et dans la chondrite. Donc, c'est pour ça que ces deux chiffres sont, par construction de ce tableau, égaux. Mais ce qu'on remarque, c'est si on met le silicium par construction égale, alors notez que ce sont des puissances de 10, 10 puissance 12, 10 puissance 7. C'est pas, pour 12 d'hydrogène, il y a 7 atomes de silicium. Ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des puissances de 10. Mais on note que si jamais on a le silicium, on dit que le silicium dans le Soleil est la même concentration de silicium est la même que dans les chondrites, alors, eh bien regardez, le soufre est équivalent, presque, le potassium c'est quasi équivalent, le calcium c'est quasi équivalent, le fer c'est quasi équivalent, le nickel c'est quasi équivalent, et en fait les éléments très lourds sont même strictement égaux, l'aluminium qui est un élément extrêmement réfractaire est égal, le magnésium, etc., c'est égal, le sodium, c'est égal, et puis on arrive enfin aux différences pour l'oxygène, pour l'azote, pour le carbone, pour l'hélium. Et donc la plus grande différence, c'est sur l'hélium. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre l'hélium du Soleil, où il y a beaucoup d'hélium, et les chondrites? Tout simplement, c'est qu'il faut imaginer que la météorite est tombée sur Terre. Si jamais il y avait une toute petite trace d'hélium, eh bien, dans sa chute dans l'atmosphère, évidemment, l'hélium se serait évaporé et se serait dissipé dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on trouve très peu d'hélium. Il n'y a que l'hélium qui est piégé à l'intérieur des roches de la chondrite qu'on arrive à mesurer. Et pour l'hydrogène, c'est un petit peu pareil. L'hydrogène est très volatile, en tout cas sous forme de H2. Mais il peut être éventuellement attaché à du carbone pour faire des liaisons CH, ou à de l'azote pour faire des liaisons NH, ou à de l'oxygène pour faire des liaisons OH, ou à tout autre atome. Et donc, il reste plus d'hydrogène qui, lui, peut faire des liaisons chimiques, donc résister à plus haute température, et donc constitue la chondrite. Donc, ce qu'on peut noter, même si c'est juste une remarque comme ça, c'est que la composition des roches du système solaire, donc les chondrites, qui ne sont pas des roches terrestres, qui viennent de l'extérieur du système solaire, elles sont, pour ce qui est des éléments réfractaires, strictement égales à ce qu'on mesure dans la photosphère, c'est-à-dire dans la haute atmosphère de solaire. Donc on imagine que soit ce sont ces météorites qui tombent et puis qui sont littéralement volatilisées dans l'extérieur du Soleil et qui donnent cette abondance, soit simplement que la matière du système solaire, elle est homogène, que ce soit au cœur de l'étoile ou à l'extérieur de l'étoile. Et qu'après, la composition de telle ou telle planète, elle est due plutôt à l'histoire et ou aux conditions physiques de la dite planète. Alors, ici, c'est un autre graphique du même genre. Ici, on va s'intéresser au rapport isotopique entre le deutérium et l'hydrogène. Donc, le deutérium étant l'isotope stable de l'hydrogène, simplement lui, il n'a qu'un proton, lui, il a un proton et un neutron, il a 2 fois la masse. Et donc, on s'est rendu compte que la Terre est enrichie en isotope D. Donc, la Terre a plus d'atomes D que ce qu'on pense être la nébuleuse protostellaire, parce qu'on a une mesure des rapports isotopiques du Soleil, de Jupiter. Alors, vous voyez, c'est des petits diamants comme sur la Terre. Ça a été mesuré par in situ mass spectrométrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a mis littéralement un spectromètre de masse qui mesure les masses 1 sur 2
et qui a des mesures très précises. Alors la mesure la plus précise, c'est sur Terre, hein. On va prendre l'eau des océans et on a avec une très grande précision le rapport isotopique de H sur D sur Terre, et il est presque 10 fois plus grand que ce qu'on a mesuré en allant chercher, faire le même, en envoyant des engins à proximité de Jupiter, non destructif, et du Soleil, un peu plus destructif. Et donc cette mission, elle a mesuré Jupiter, et puis ses lunes, ou du côté de Saturne, et on voit que, eh bien, il y a vraiment deux catégories de niveau d'hydrogénation. Il y a les planètes géantes à l'extérieur du système solaire et le Soleil, qui sont eux toutes lourdes, et puis tout le reste, soit les chondrites, qui sont les météorites qui ont l'air très riches en deutérium, soit une lune de ces planètes géantes qui a l'air très riche en deutérium. Et puis tout ça, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ça, c'est les comètes. Donc les comètes sont reportées par une lettre et une année. Donc la lettre, c'est le type de comète. Donc ici, on a des comètes de type C, etc. Et puis l'année de découverte. Et puis éventuellement le nom du découvreur. Et donc, cette comète-ci, 67P, vous la connaissez peut-être sous le nom de Churyumov-Gerasimenko, parce qu'elle a été mesurée très récemment, hein. C'est la mission qui a duré entre les mesures 2014 et 2017. Elle est aussi très riche en deutérium. Donc on trouve que les comètes, de façon générale, sont très riches en deutérium, et donc et les météorites aussi sont très riches en deutérium, et donc ça laisse à penser qu'en fait, pourquoi la Terre et donc nos océans sont très riches en deutérium, ce serait parce que en fait, l'eau qui serait arrivée sur Terre, elle provient de ce réservoir-là, qui est les comètes et les météorites. Donc l'eau de nos océans n'est pas une eau primitive du système solaire, mais une eau réimportée par la suite par le bombardement météoritique et cométaire. Donc ça, c'est une hypothèse. Il y a encore une activité de recherche très intense auquel je participe de façon très modeste pour essayer de comprendre ces rapports isotopiques dans le système solaire, et notamment comprendre pourquoi sur Terre on a beaucoup de deutérium et qu'est-ce que ça dit de son lien soit avec les parties extérieures du système solaire, soit dans son histoire. Et ce qui nous intéresse aussi dans l'histoire de la Terre, c'est évidemment ses origines les plus lointaines et aussi les origines éventuellement de la vie. Et ça, ce sera pour le cours suivant.